Bétail est avec nous ce matin, comme je vous le disais avant la pause. Pascal, salut. Salut. Alors, éventuellement, tu vas répondre à la question que j'ai posée avant d'aller à la pause. Mais pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Alors, tu es allé faire un tour au Grand Costumier. Oui, ça fait plusieurs années que j'avais envie de visiter cet établissement-là. Pour moi, c'est mythique, là. Le Grand Costumier, c'est un endroit qui regroupe de très vieux costumes, des vieux vêtements, des vieux accessoires. Et là, c'est le temps de répondre à la question. Gino, il y en a combien sur place? De vêtements et de costumes? Il y en a 120 000. C'est incroyable. Et 25 000 accessoires, donc des bottes, des bijoux, des foulards. Il y a vraiment toutes sortes de choses. Tout ce à quoi tu peux penser, il y a ça au Grand Costumier. Et c'est aussi énorme. C'est une bâtisse de 5 étages. Wow. Donc, moi, je me suis perdue quand je suis allée visiter là-bas. Puis, c'est sûr que c'est vraiment le fun quand on fouille, quand on prend le temps de regarder tout ce qu'il y a sur place. Mais vraiment, c'est très grand. C'est un peu comme une bibliothèque et on retrouve un peu de tout. La partie la plus importante de notre collection, c'est des vêtements de 2023 à la préhistoire, mais on a aussi plein d'autres catégories, comme des uniformes, que ce soit le clergé, l'armée, tous les métiers inimaginables de la plupart des époques, mais aussi du sport, des mascottes, des costumes de variété, vraiment tout ce qui peut être porté sur le corps, il y a de très bonnes chances qu'on l'ait. Une cape de deuil de 1890. Donc, elle aussi, elle a été restaurée par notre atelier qui ont fait la doublure à l'intérieur, puis qui ont juste comme sécurisé toute la sous-tache. Donc, la sous-tache, c'est tout cet appliqué virevoltant. On a comme une section aussi où des trucs vraiment comme plus quasiment haute couture, fashion. On a une section de cow-boy. Ça, c'est des clowns de toutes les époques. Il y a vraiment de tout là-bas. Ça, c'est comme un musée. Dans le fond, il faut prendre soin de ces vêtements-là. Oui, exactement. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. D'abord, comment les vêtements sont rangés. Donc, si on a un beau chandail de laine, on veut pas qu'il soit tout écréanché, mais ça se peut qu'on le range dans des boîtes. Mais il faut aussi que ce soit facile pour les gens qui vont aller chercher des costumes de retrouver les items qu'ils ont ciblés. Ouais. Donc, c'est sûr que tout est principalement mis sur des cintres, sur des supports. Mais pour la conservation, on va aussi penser à la température, à l'humidité. Et c'est quand même des variantes qui sont difficiles là, à contrôler parce que c'est dans un très vieil édifice. C'est l'édifice Gaston Miron qui a abrité la Bibliothèque centrale de Montréal pendant plusieurs années jusqu'en 2005. Donc, des fois, ça arrive qu'il y a aussi un petit peu de poussière, là. Ici, il faut penser au fait que notre collection est une collection vivante. C'est une collection qui est utilisable. Donc, on n'est pas un musée, mais en même temps, on a des choses qui sont un peu comme dans des musées. On a beaucoup de choses des années 20. Il y a des choses qu'on met aussi dans des boîtes avec du papier de soie sans acide et tout ça, puis qui peuvent seulement être utilisées pour des productions très spécifique. Au niveau de la température aussi, c'est important qu'on soit jamais en haut de 20 degrés puis en haut de 55 d'humidité. Donc ça, c'est des choses qu'on s'assure aussi. Mais après, tout ce qui est lumière, c'est quelque chose qui est vraiment important à considérer dans la conservation d'une collection comme ça. Donc, tout notre système de néon ici est activé par le mouvement. Donc, s'il n'y a personne sur l'étage, il n'y a pas de lumière. Exactement, il n'y aura pas de lumière. Puis ici, on a des fenêtres de chaque côté. Donc, ces fenêtres-là ont été traitées avec des pellicules UV pour s'assurer qu'il n'y ait pas de décoloration, là. C'est important de le mentionner. C'est un peu comme un musée parce qu'il y a des pièces qui datent des années 20 et le tissu est vraiment très fragile. Donc, pour certains morceaux, des fois, on va les conserver dans des boîtes, on va leur faire davantage attention, puis on les prêtera pas à l'ensemble des productions. T'sais, on va vraiment choisir pour s'assurer que ce soit utilisé d'une bonne façon parce que ça devient très fragile, puis on veut aussi, justement, que ça perdure dans le temps. Oui, c'est pas un costumier d'Halloween, on s'entend là-dessus, là, parce qu'ils ont vraiment une mission de préservation du patrimoine à ce moment-là. Oui, exactement. Mais ce qui est important de mentionner, c'est que c'est seulement les productions professionnelles, donc les séries, les films, les pièces de théâtre, les publicités qui peuvent louer là-bas. Là. Monsieur, madame, tout le monde peut pas aller se chercher un costume sur place. Et oui, c'est vraiment une mission pour garder le patrimoine chez nous, mais aussi une mission environnementale. Parce qu'imagine si on avait une production qui devait refaire des centaines et des centaines de costumes. Bien, d'abord, ça coûte cher, mais c'est aussi beaucoup de gaspillage.
pense que l'éco-responsabilité, c'est quelque chose auquel il faut penser de plus en plus dans la manière dont on tourne ou dont on fait des productions théâtrales. Puis l'utilisation de des costumiers, pour moi, ça assure vraiment ça parce que non seulement on est là comme pilier de protection de ce patrimoine-là, donc l'origine de la collection date des années 50 ici. Donc, c'est des choses qui ont existé depuis les 70 dernières années, puis on s'assure aussi qu'ils vont continuer à exister pour, on espère, les 70-100 prochaines années. Ça aide aussi à faire des choix qui sont pas des choix de fast fashion, par exemple, ou d'aller faire de la commande en ligne rapide. Permet justement à certaines productions de ne pas refaire des centaines de costumes. Exactement. Ou même d'aller générer beaucoup de déchets. Par exemple, quand on pense à aller en confection complète pour des costumes, bien déjà, on a tous les déchets que ça va générer, mais on ne sait pas aussi d'où est-ce que proviennent les matériaux qu'on achète pour faire ça. Oui, donc on voit aussi qu'il y a un atelier sur place. Donc, si on a besoin de faire de la réparation, puis il y a souvent aussi des vieux morceaux qui vont avoir besoin d'ajustement. Ouais. Bien, il y a des couturières, des costumières sur place qui vont s'occuper de tout ça. Là, j'ai juste un petit fait cocasse parce qu'on voyait sur les images les étagères. Ouais. La façon dont l'édifice est bâti, c'est que c'est les étagères qui tiennent l'édifice debout. Donc, avant, c'était la bibliothèque centrale de Montréal qui était là. Puis ça prenait quelque chose qui allait avoir besoin d'étagères aussi. Donc, c'est pour ça que le grand costumier est déménagé dans cet édifice-là. Mais c'est vraiment très impressionnant de voir ça. On voit... Les étagères, c'est comme de la structure qui maintient en place l'édifice. Exactement. Donc, c'est ça. C'est vraiment spécial de se promener là-dedans. Puis là, Gino, j'imagine que tu te poses la question, quelle production a utilisé les costumes? Bien, il y en a tellement. Il y en a des centaines, mais j'ai quelques exemples. Il y a entre autres la série LOL, qui a plusieurs saisons. Ils ont fait appel au grand costumier. Le film La Bolduc. La série Netflix Anne, qui est l'histoire d'Anne au Pignon Vert. Donc, il y a aussi beaucoup de productions internationales qui vont faire appel à l'expertise de chez nous pour ça. Et il y a La Voix aussi, qui a déjà fait appel au grand costumier. Puis plus récemment, bien, le film 1995 de Ricardo Troggi, qui va sortir cet été. Alors voilà, c'est une belle façon de conserver notre patrimoine. Puis en même temps, bien, on sauve aussi pour l'environnement. Donc, c'est un OBNL, hein, ouais, c'est ça? Exactement. OK, parfait. Merci. Belle découverte, Pascal. Salut. Merci beaucoup.